heure. En fonction de là d'où vous vous connectez, je vous souhaite la bienvenue à cette séance sur l'utilisation du financement humanitaire sur le long terme pour la cohérence du HTP, l'humanitaire, le développement et la paix. C'est un domaine thématique qui fait partie du séquençage d'empilement et d'intégration pour la cohérence du HTP et ça fait partie d'une série de partage de connaissances d'idéal. Et je vous rappelle que cette séance est enregistrée. Avant de commencer, on vous signale que tous les événements dans cette série vont être disponibles dans deux langues, en anglais et en français. J'invite tout le monde maintenant à sélectionner votre langue d'écoute préférée pour cette séance. Vous pouvez faire cela en cliquant sur le bouton Interprétation en bas de votre écran Zoom. L'icône, c'est un globe. Et vous allez ensuite sélectionner soit l'anglais, soit le français. Et vous pouvez aussi choisir d'éteindre l'audio original ou de l'entendre à faible volume au fond. Si vous avez des questions, vous pouvez contacter mon collègue Camille dans la boîte à discussion. Si vous pouvez m'entendre, vous écoutez le canal français. Pendant cette séance, nous allons utiliser un document Google partagé dont on vous a mis le lien dans la boîte à discussion. Sur la première page, vous pouvez vous inscrire avec votre nom, votre rôle et votre organisation et d'où vous vous connectez aujourd'hui. Un des défis d'une planification cohérente à travers des programmes du humanitaire, du développement et de la paix, c'est que le financement pour ces activités humanitaires vise le court terme. Même quand ces financements sont renouvelés sur une période de plusieurs années, la possibilité d'établir des relations sur le long terme et des plans sur le long terme peut limiter l'impact des programmes que nous avons en partenariat avec les programmes pour la résilience et le développement. Aujourd'hui, nous allons avoir l'opportunité d'examiner des approches pour utiliser le financement sur le long terme pour faire du développement humanitaire un meilleur partenaire dans la mise en œuvre de ces objectifs. Vous allez entendre des exemples de comment la planification peut surmonter des défis pour mettre en place des programmes humanitaires sur le long terme. Cette séance est un dialogue dynamique entre le hôte et les intervenants et aussi vous, les participants. Nous allons passer 45 minutes en conversation entre les intervenants avant d'ouvrir la séance à vos questions et à vous pour partager vos expériences dans ce domaine. Quand vous pensez à une question, s'il vous plaît, ajoutez-la à la deuxième table dans le document Google, à la page 4. Nous espérons que nous allons pouvoir créer un espace pour un échange entre les pairs sur les programmes humanitaires sur le long terme et comment nous pouvons remonter les défis compliqués auxquels nous faisons face. Avant de donner la parole aux intervieweurs de cette séance, ah, pardon, j'ai perdu mon écran. Ah, j'ai un problème technique, donc je vais donner la parole à la hôte de cette séance, Meta Carlson. Meta est la dirigeante du programme d'aide en espèces de l'ONU en Jordanie. Elle a une passion pour l'aide en espèces et les marchés. Elle a beaucoup travaillé dans le développement et dans l'aide humanitaire. Elle a travaillé pour plusieurs ONG, y compris Save the Children et Mercy Corps, aussi avec le USAID dans l'ancien bureau de l'alimentation et de la paix. Donc, Meta, vous avez la parole. Merci beaucoup. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Je vois quelques noms, quelques visages que je connais déjà. C'est un plaisir de vous revoir et je vous souhaite bonjour de la Jordanie où il y a un beau soleil et où le temps est très, très sec. Merci de m'avoir invité. Merci à l'équipe d'Idéal de m'avoir invité avec moi aujourd'hui. J'ai deux invités, Anthony et Sadou. Anthony est actuellement le chef de parti pour un programme financé par le USAID et le BHA. C'est l'action complémentaire pour la résilience buildings, le programme CARB au Soudan du Sud. CARB, c'est un consortium de 5 ONG internationales qui mettent en œuvre un projet d'alimentation d'urgence dans 8 comtés du Soudan du Sud. C'est un programme d'urgence. D'origine ougandaise, Anthony a 20 ans d'expérience dans les domaines humanitaires
et les programmes d'assistance du développement à travers 15 pays en Afrique, en Asie, en Amérique latine et aux Caraïbes. Donc, il a fait le tour du monde un peu. Sadou est l'autre invité, l'autre intervenant aujourd'hui, Sadou Soumana. Il est économiste agricole. Il est aujourd'hui le conseiller technique sur l'agriculture et les moyens de vie ruraux pour l'IRC, le comité de rescousse international pour l'Afrique de l'Ouest. Lui aussi, il a beaucoup d'expérience, plus de 16 ans d'expérience travaillant avec une large gamme d'ONG internationales pour mettre en œuvre des programmes de sécurité alimentaire sur le court terme et sur le long terme dans des contextes volatiles et compliqués. Il est basé au Niger. Anthony Sadou, je vous souhaite la bienvenue. Merci beaucoup, Meta. Merci, Meta. Donc, Anthony Sadou, est-ce que vous pouvez nous planter le décor un tout petit peu, nous donner un peu le contexte? Vous travaillez, vous intervenez dans quel contexte? Vous arrivez dans ce dialogue avec quel contexte? On va commencer avec vous, Sadou, s'il vous plaît. Oui, merci beaucoup, Meta, et merci aux participants pour votre présence. En tant que conseiller technique pour l'agriculture et les modes de vie ruraux, nous travaillons avec l'IRC dans tous les pays de l'IRC en Afrique de l'Ouest sur les programmes d'agriculture et de mode de vie rural. Donc, nous soutenons et nous offrons des conseils pour la conception du projet pour assurer la qualité de la mise en œuvre de ces projets. Nous essayons aussi de faciliter les apprentissages et la mise à l'échelle des opportunités promettantes. Donc, nous intervenons dans des pays spécifiques et nous les aidons à concevoir de nouveaux processus et nous faisons le suivi pour identifier les opportunités pour la mise à l'échelle. Voilà notre domaine de travail et nous essayons d'améliorer le séquençage et l'efficacité des programmes humanitaires et identifier les apprentissages possibles de nos activités. Merci beaucoup. Merci. Donc, l'Afrique de l'Ouest, vous faites face à beaucoup de contextes différents, bien sûr. Il y a le contexte environnemental, les crises abruptes et chroniques, la violence, ce sont les chocs et les crises principaux dans la région, oui. Oui, dans l'Afrique de l'Ouest, les crises les plus importantes, les chocs les plus importants sont le changement climatique. Le changement climatique qui commence peu à peu, mais dans les régions telles que le Sahel, il y a aussi les crises rapides, aiguës. Donc, nous observons ce choc dans plusieurs contextes et, et il y a les inondations, ça c'est un choc aigu et ça c'est un grand problème au Niger où il y a les gens qui meurent, il y a les infrastructures qui sont détruites par les inondations. Il y a aussi le conflit. Bien sûr, au Niger, au Burkina Faso, au Mali, il y a un problème de violence. Aussi, la région entre le Niger, le Nigeria et le Cameroun, où c'est aussi un foyer de violence. Donc, nous faisons face à beaucoup de chocs différents dans la région, mais les chocs les plus importants sont le changement climatique. Et tout comme l'Afrique de l'Est, nous voyons ce choc beaucoup. Ah, voilà. Donc, c'est une région très, très dynamique. Et vous, Anthony, qu'est-ce que c'est le contexte dans lequel vous intervenez, vous travaillez dans le Soudan, au Soudan du Sud? Merci beaucoup, Meta. Moi, je travaille avec un programme, un consortium qui s'appelle le programme CARB, l'action complémentaire pour le renforcement de la résilience au Soudan du Sud, un programme établi en réponse à l'invitation du gouvernement. Dans notre contexte spécifique, c'est un pays qui est indépendant, pardon, qui dépend plutôt de l'assistance humanitaire depuis longtemps. Aux années 90, nous avions Operation Lifeline South Sudan. C'était un programme pour la fourniture de l'aide humanitaire au sud du Soudan. Et nous avons aussi établi des coulisses de la paix.
des voies sécurisées. Et nous déployons des efforts pour fournir une assistance humanitaire tout en facilitant le développement et les activités du développement. Il y a la relance et le développement que nous visons, mais à cause des effets du conflit, le conflit qui est présent au Soudan du Sud depuis longtemps, pas depuis mon très jeune âge, nous avons ces conflits. Ces conflits existent toujours, mais ces conflits, avec ces conflits, nous avons aussi les effets du changement climatique, de longues années de la sécheresse, les inondations. Donc, la situation est très compliquée. Donc, qu'est-ce que nous faisons au Soudan du Sud avec le programme CARB? Nous nous focalisons sur l'amélioration de la sécurité alimentaire et la sécurité de la nutrition au Soudan du Sud. Mais nous reconnaissons qu'il y a plusieurs causes, plusieurs locomotives de l'insécurité alimentaire au Soudan du Sud, des causes transversales, les catastrophes naturelles, les conflits, bien sûr, les comportements sociaux, les coutumes. Il y a toujours un va-et-vient entre le besoin pour cette assistance humanitaire et la volonté de lancer des activités du développement. Mais à ce moment-là, il y a une autre catastrophe naturelle qui arrive. Il faut avoir un mécanisme de réponse rapide pour répondre à ces crises aiguës. Donc voilà le contexte dans lequel nous travaillons avec le programme CARB. Et avec ce programme, nous essayons d'utiliser ce cadre du séquençage d'empilement et d'intégration pour faire face à ces problèmes compliqués au sein des communautés avec lesquelles nous travaillons. Donc, dans cette conversation, j'aimerais partager avec vous quelques exemples de nos activités, mais aussi quelques apprentissages, les quelques leçons que nous avons pu tirer de la période récente. Voilà, je suis vraiment content de faire partie de cette conversation et j'ai hâte d'interagir avec vous, avec mes collègues et avec le public sur ces questions. Je suis prêt pour le dialogue. Merci. Oui, merci, merci beaucoup. Oui, c'est intéressant d'entendre vos réactions. Nous, toutes et tous, nous avons beaucoup travaillé dans les réponses humanitaires, l'aide humanitaire et aussi dans le domaine des programmes sur le long terme. Et connaissant très bien ce bailleur de fonds particulier, si c'était le Bureau pour l'alimentation et la paix, qui est aujourd'hui devenu le BHA, pourquoi, d'après vous, est-ce qu'il y a une réponse sur le long terme dans ce domaine? C'est quoi la cause profonde, la justification pour un programme sur le long terme qui vise l'aide humanitaire et aussi les objectifs sur le long terme? Anthony, à vous. Oui, je pense que d'abord, c'est le fait qu'on s'est donc rendu compte qu'il y aura toujours besoin d'une assistance matérielle dans le Soudan du Sud à cause du contexte du conflit et les questions du changement climatique, mais également, on ne peut pas s'attendre à aborder les besoins humanitaires avant de lancer les activités de développement, ce qui est aggravé par le fait que le conflit est un des paramètres de toute l'équation. Pour atteindre la paix, c'est un processus, ce n'est pas un projet. Donc, il y a un besoin criant d'avoir un financement à plus long terme afin de pouvoir réaliser ces activités pour pouvoir tisser des liens, les liens nécessaires au niveau de la communauté et aussi pour pouvoir déplacer les gens de la dépendance à la autosuffisance.
c'est facilement quelque chose qui ne peut être fait qu'avec un financement à plus long terme. Oui, oui, oui. Si vous n'avez que 3 mois ou 6 mois de l'expérience du Soudan du Sud, ça ne marche pas ainsi. Il y a un consensus que il nous faut avoir un financement à plus long terme et la triple alliance est peut-être le meilleur encadrement parce que c'est un peu la reconnaissance de combien ces environnements sont dynamiques. S'il y a une éclosion de violence, ça crée une situation d'urgence, mais on ne veut pas perdre les investissements à long terme. C'est vrai. Et dans les investissements à long terme, s'il y a une situation d'urgence, on veut en minimiser l'impact. On ne veut pas faire marche arrière. Exactement. Sadou, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Oui, le plus important que je voudrais ajouter, si on examine les 2 dernières décennies en Afrique du Ouest et en Afrique de l'Est, le choc, le nombre de chocs et de victimes a augmenté d'année en année. Il y a une répétition des situations d'urgence parce que il y a besoin de sauver des vies, de protéger les actifs. En 2021, on revoit notre stratégie globale pour voir comment on peut tirer profit de notre expérience passée. On est Il faut voir où le programme est flexible, où le budget est flexible et où le contexte est faisable pour utiliser notre ressource d'urgence et de récupération. C'est intentionnel, ça dépend du contexte. On approprie des méthodologies. Même en abordant les besoins de base et les besoins actuels, on peut jeter les bases pour le développement à plus long terme. Et on jette les bases pour une récupération à plus long terme. Ça dépend du contexte et ça dépend du profil du bénéficiaire et des communautés. Ça dépend également de la politique. C'est ça, en plus de ce que mon collègue a déjà dit, on n'a pas le choix. Il faut se servir du financement d'urgence pour jeter les bases pour le développement, etc. Il y a beaucoup d'aspects. Vous savez, euh, vous parliez tout à l'heure, lorsque nous, la communauté, avions ces programmes d'urgence à court terme. On avait un projet pour l'urgence et un projet pour le développement. N'avait pas de fil conducteur. Et avoir ces programmes d'urgence à plus long terme, vous fournissez de la continuité aux communautés, aux populations avec lesquelles vous travaillez. Ce sont les mêmes personnes qui travaillent, ils créent de la confiance avec la communauté dans le contexte de la crise et du développement. Ça crée une dynamique différente avec la communauté, n'est-ce pas? Oui, exactement. Et pas seulement les communautés, même les parties prenantes. On passe par les différentes dynamiques, on utilise les recommandations du gouvernement, on peut créer des communautés de ce triple lien. Je pense que c'est une dynamique différente et c'est une différente dynamique pour les parties prenantes. Pour ajouter à ce que Sadou a dit, je pense que ça fait appel à une coopération intentionnelle et étroite entre les acteurs de l'aide de l'État et aussi des structures communautaires
elle-même dans ce processus a établi ces relations qui prennent du temps à se développer. Il est difficile de les caser. Ça, c'est pour l'urgence, sans parler du développement. On ne parle pas de la consolidation de la paix. Ça vraiment agglutine tout. Toutes les mains sont à table pour accomplir un résultat collectif en complétant et en collaborant avec tous les parties prenantes. Ça, c'est la dynamique qui s'avoisine, qui est un peu différente à l'assistance humanitaire traditionnelle. C'est vous faites votre travail, au revoir, vous êtes bien, au revoir. On a fini, on va attendre l'arrivée de quelqu'un d'autre à vous aider. C'est vrai, c'est vrai. Ce que vous signalez, il s'agit en dernière instance de construire ces relations afin de travailler ensemble, afin de progresser ensemble. Si on repense à votre expérience passée avec la programmation de court terme, 6 mois, 1 an ou 8 mois, ou peut-être une série de programmes de 6 mois. Si vous pensez à ça, et on va commencer par vous, Anthony, si on pense à cette approche de long terme pour aborder les besoins humanitaires en même temps qu'on jette les bases pour le développement. Donnez-moi une chose que vous faites avec votre programme que vous n'auriez jamais pu faire dans un programme d'une durée plus courte. Enchanté de vous répondre. Une des choses vers lesquelles on travaille, c'est les moyens de subsistance au milieu rural. C'est une programmation de diversité culturelle. On a une dynamique qui s'appelle l'action complémentaire. On complète des populations qui ont dépendu de l'assistance alimentaire du programme d'alimentation mondiale et des intrants de la FAO. Et on travaille avec elles pour améliorer leur propre production et leur propre productivité à travers ce qu'on appelle notre approche de transfert de technologie, qui est une séquence d'activités qui ont trait dans leur majorité à la production alimentaire, mais il y en a d'autres dans d'autres secteurs que j'essaierai d'expliquer par la suite pour réaliser ce résultat à travers notre approche de transfert technologique. On a établi les écoles sur le terrain. C'est principalement l'apprentissage en faisant à travers une approche de démonstration en utilisant des ressources locales et d'intrants limités. On a établi ces écoles sur les terrains et on a invité les communautés à nous accompagner à pratiquer de meilleures pratiques agricoles en essayant, en faisant des essais, en plantant des fils. Et puis, chaque communauté développe ses propres techniques, essayer localement d'amélioration de la productivité et le résultat final, c'est l'amélioration d'adéquation alimentaire au niveau du ménage. Ils appliquent cela dans leur propre jardin et ils appliquent ça dans leur propre exploitation agricole. Et ils ont aussi des jardins
dans leur propre ménage. Et Anthony, le cadre temporel, votre activité dure à peu près 3 ans. Est-ce que vous êtes en train de dire qu'au cours de 3 ans, vous pouvez effectuer un changement de conduite? Oui, je pense qu'on sera à même de le faire. C'est notre objectif. Toutes les indications du terrain et des communautés avec lesquelles on travaille indiquent qu'on progresse dans ce sens. On a quelques évaluations, on l'a testé euh, pour assurer un résultat positif. Oui. Et, et donc, eux appliquent les techniques, on les soutiennent avec les intrants nécessaires qu'ils ne peuvent pas obtenir eux-mêmes. Parfois, ce sont des semences dans notre partenariat avec le FAO et quelques outils. Ils commencent à produire et on voit déjà qu'ils produisent plus qu'auparavant. Et quelques-uns veulent commencer à vendre ce qu'ils produisent. Et maintenant, on leur dit, bien, la meilleure manière de faire ça, c'est qu'il faut vendre de manière collective en tant que groupe. Comme ça, vous pouvez marchander, vous pouvez agréger votre produit et on introduit d'autres activités qu'on appelle l'association de marché d'agriculteurs et on construit leur capacité de négociation pour agréger. Donc, vous les amenez à la prochaine étape. C'est pas seulement la production, c'est la participation au marché. On leur monte de niveau au prochain créneau pour assurer de la continuité. Quelques-uns parmi eux veulent produire des semences. Il y a toute la question du renforcement des capacités par les, lesquelles il faut qu'ils passent pour produire des semences. Et puisqu'ils font du marketing, ils ont des contacts à l'extérieur, ils travaillent avec les gouvernements. Les gouvernements parfois exigent qu'ils aient des certifications pour, pour pouvoir produire ces semences. Il faut des certifications. Donc, vous les accompagnez dans ces processus. Très bien. Donc, si vous me permettez, pour changer à Sadou un moment, est-ce que vous, dans le programme que vous soutenez, parce que vous êtes des conseillers régionaux, vous appuyez des programmes multiples dans plusieurs pays, vous voyez ces niches dans des cycles de programmes même un peu plus longs que le programme peut effectuer du changement. Oui, je pense que le plus important, c'est ce on examine les budgets et pour contre le choc climatique, on l'a vu, une fois qu'on a commencé à mettre en œuvre en 2018 et en 2019 euh, pour augmenter et diversifier la production. Donc, on utilisait les points d'entrée pour l'urgence. On a commencé l'assistance alimentaire et dans des communautés où le programme alimentaire mondial opère déjà, euh, on essaie de mettre en œuvre des activités de l'argent en espèces contre le travail. Après ça, c'est pour l'irrigation dans la première année, on a pu travailler avec la participation de la communauté. Et nous travaillons avec les mêmes foyers que nous soutenons depuis longtemps pour voir quelles sont les activités développées. Au début, nous avons fait tout ce que nous pouvions faire pour mettre à l'échelle les activités telles que les jardins potagers et les financements venaient du même bailleur de fonds. Nous avons continué de travailler dans les mêmes communautés pour développer les jardins potagers, euh, les jardins maraîchers.
jusqu'à 2,5 hectares. Donc, la zone cultivée par chaque foyer est d'environ 250 mètres carrés. Et ça, c'est très important, surtout pour l'intégration de la femme. Et ces foyers ont accès aussi au stock diversifié. Ah, pardon, oui, pardon de vous interrompre. Mais vous indiquez, vous évoquez quelque chose qui me rappelle à ma question suivante, qui est sur le séquençage, l'empilement et l'intégration, bien sûr, le SLI. Donc, le séquençage, l'empilement et l'intégration, ce sont des termes que nous utilisons beaucoup. Au-delà d'être des termes, ce sont des concepts. Mais nous avions tous du mal à définir ce que l'USAID veut dire par ces termes, par ces concepts. Donc, pour vous, Sadou, vous avez déjà dit que oui, il y a des communautés, ou bien Anthony nous a donné l'exemple de la production des semences et aussi l'empilement de certaines stratégies de marketing pour faciliter l'accès à ces semences pour la population locale. Vous, Sadou, vous avez parlé de l'irrigation. Donc, est-ce que ça, c'est l'empilement? Ça, ce sont les couches différentes, les différents types d'activités. C'est ça l'empilement? Oui, pour moi, je dirais oui. Et en tant qu'agent du terrain ou du point de vue des agents du terrain, oui, nous voyons l'empilement comme une façon de tirer le mieux de ces activités. Et il faut voir ce que les autres partenaires font déjà. Nous ne voulons pas dupliquer ce qu'on fait déjà dans une région. Nous voulons maximiser l'impact de nos activités. Donc, cela dépend, mais en fonction des activités différentes, nous essayons de tirer l'avantage des activités déjà existantes si nous pouvons les remettre à l'échelle ou renforcer leur impact. Donc, dans certains cas, pour notre projet, il y a les activités d'interne qu'on peut faire et aussi les activités externes que nous faisons pour tirer tout l'avantage. Oui, et quand vous parlez de cet empilement d'activités, vous parlez aussi de l'empilement géographique. Au sein de la même communauté, il y a plusieurs activités déployées en même temps. Et vous avez aussi parlé de l'empilement de vos activités sur les activités d'autres personnes ou les activités qu'ils ont déjà faites. Donc, il y a l'empilement organisationnel, géographique et technique. Très intéressant. Pour passer au séquençage, pour vous, Anthony, qu'est-ce que le séquençage? Qu'est-ce que c'est le séquençage? Qu'est-ce que cela veut dire? Avant de répondre à cette question, j'ai quelque chose à ajouter à la réponse de Sadou sur l'empilement. Pour nous, l'empilement, c'est la surposition des activités spécifiques à un certain secteur dans la même communauté. Pour nous, l'idée clé, c'est qu'on intervient dans la même communauté. Donc, on empile les activités sur la sécurité, la santé, l'alimentation, la résilience et la cohésion sociale, tout en même temps. Et quand vous faites toutes ces activités dans la même communauté pour réaliser un résultat en particulier, c'est comme cela que nous utilisons l'empilement dans notre contexte du Soudan du Sud. Mais cela ressemble beaucoup à ce que vous venez de dire et ce que Sadou vient de dire. Quant au séquençage, quant à notre compréhension du séquençage, et même le développement de ce mot, comment est-ce qu'on fait la transition entre l'assistance humanitaire et l'assistance au développement et le renforcement de la paix? Pour nous, notre compréhension du séquençage, c'est qu'il faut construire, il faut profiter des programmes humanitaires existants avec les investissements du gouvernement. Donc, nous avons les programmes d'assistance humanitaire qui sont présents depuis longtemps
il y a la distribution de la nourriture. Il y a d'autres projets qui visent la santé, mais maintenant, nous ajoutons d'autres programmes, d'autres activités du développement au-dessus de ces activités d'aide humanitaire. Donc, c'est ça notre compréhension, notre idée du séquençage. On apporte l'élément du développement quand il y a déjà un contexte où il y a eu une intervention humanitaire. Ah oui, très bien. Et je pense aussi que le séquençage, pour moi, au moins, vous avez donné un très bon exemple, Anthony, plus tôt du séquençage. Vous avez parlé du fait que vous travaillez avec les petits agriculteurs pour augmenter la production. Et une fois que les agriculteurs ont maîtrisé cela, on peut travailler sur le marketing, la commercialisation, l'amélioration des semences. Donc là aussi, vous avez un exemple du séquençage, je pense. Mais quant à l'intégration, pour moi, c'est une des choses les plus difficiles à faire. C'est une des étapes les plus compliquées parce que l'intégration, ça peut avoir beaucoup de sens différents. Mais, par exemple, ou un exemple que je connais avec le BHA, c'est quand on travaille avec les écoles pour les agriculteurs, vous allez intégrer peut-être la production des aliments plus sains, les légumes à feuilles verts français et d'autres aliments avec plus d'apports nutritifs. Donc, voilà, c'est une autre façon de valoriser l'intégration. Mais Sadou, au sein des programmes que vous soutenez, avec lesquels vous travaillez, est-ce que vous pouvez penser à un exemple de l'intégration et de ce que cela veut dire? Oui, merci beaucoup. Comme j'ai déjà dit, la chose la plus importante quand on étudie les activités différentes que nous poursuivons, c'est que nous ne pouvons pas travailler sur la résilience des foyers sans accès aux services du gouvernement, par exemple. Donc, parmi les activités dont j'ai déjà parlé, nous avons des activités spécifiques d'intégration. Donc, si nous avons des groupes d'agriculteurs qui perdent une récolte, euh, nous faisons des activités pour démontrer comment on peut utiliser d'autres cultures plus résilientes et comment on peut mieux alimenter les femmes allaitantes et enceintes dans la communauté. Et même au niveau des jardins potagers, il y a un niveau élevé d'intégration entre l'équipe d'assainissement et de la santé et l'équipe de la sécurité alimentaire. Donc, au début de la saison maraîchère, l'équipe sanitaire, l'équipe WASH, vont démontrer comment utiliser le compost, comment utiliser de nouveaux aliments qu'on va produire, qu'on va cultiver. Et donc, le compost produit par ces foyers va aider les communautés. Nous essayons aussi d'intégrer l'élément du WASH et nous essayons aussi de garantir l'accès à la terre pour les femmes et pour les autres membres de la communauté pour pérenniser ces effets. Et nous avons donné ces opportunités aux femmes et aux individus. Donc, ces activités sont intégrées au niveau communautaire et nous voulons nous assurer que personne ne laisse pour compte au niveau de la communauté. Ah, merci pour ces exemples, ces bons exemples très concrets. Donc, il me semble, dans ce que vous avez dit, qu'il n'y a pas une seule activité qui est intégrée ou séquencée ou empilée. Non, c'est un mélange de tous ces éléments qui viennent ensemble. Ce n'est un puzzle très simple. Hein? Donc,
Cette série, organisée par Idéal, est sur le développement humanitaire et la paix, la cohérence HTP, humanitaire, développement et paix. Donc, nous avons parlé de comment on peut répondre aux besoins humanitaires, s'ils sont déclenchés par les catastrophes naturelles ou par le changement climatique ou par la violence, le conflit, mais et tout en renforçant les liens de confiance et tout en établissant des stratégies avec le séquençage, l'empilement et l'intégration pour répondre ou pour réaliser nos objectifs à moyen terme et à long terme. Mais est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples? Est-ce que vous pouvez nous parler davantage de ce paix dans le HTP, la paix dans l'humanitaire, le développement et la paix? Donc, à quel point sont les relations communautaires et la cohésion sociale sont-elles importantes à la relance après une catastrophe ou le développement? Et comment est-ce que les programmes avec lesquels vous travaillez, comment est-ce qu'ils aident à renforcer ces facteurs importants de la cohésion sociale et de la confiance pour créer des avenirs plus paisibles? Anthony, je vais vous demander de répondre le premier si vous voulez. Oui, merci beaucoup, Matt. Dès le début, ou tout d'abord, je tiens à vous dire que ce paix, la paix, en effet, peut être empêchée par le conflit, l'insécurité et toutes ces choses. Et le manque de la paix a un impact direct sur le H et le D, sur l'humanitaire et le développement. Donc, là où il y a un manque de la paix, il y a un besoin plus fort pour l'assistance humanitaire. Parce que dans les zones de conflit, il y a les problèmes comme le déplacement interne, il y a des impacts sur la production agricole, les gens n'ont pas le temps de cultiver les jardins, on vit dans la peur. Et aussi, il y a un impact direct sur les activités du développement. La paix, c'est une nécessité fondamentale pour toute activité du développement. Et le conflit lui-même se propage lui-même. Donc, dans ce contexte, dans ce cadre, je pense à l'importance de la paix dans ce cadre. Et dans nos projets, nous avons pris en compte des éléments tels que, des éléments vraiment sérieux. Nous essayons de nous assurer que toutes nos activités sont sensibles au conflit. C'est une nécessité pour nous, avant toute activité, de mener une analyse du conflit et du genre. Et cela nous a aidé à identifier les différents types de conflits qui existent dans les communautés où nous intervenons, parce que seulement une fois qu'on connaît tous ces types de communautés, pourrons-nous nous attaquer à ces problèmes et établir des relations pérennes avec ces communautés. Et nous voulons aussi savoir qui sont les acteurs dans le contexte spécifique où nous intervenons. Et souvent, on s'étonne. On a l'impression que c'est un groupe qui sont les acteurs principaux, mais en effet, il y a les jeunes entre les âges de 16 et 24 qui sont les acteurs principaux dans les conflits, qui sont les auteurs des viols, etc. Et ce sont des hommes entre 25 et 50 qui s'impliquent dans les guerres tribales. Donc, ce n'est pas un problème qui est neutre au niveau du genre. Il y a aussi des filles, des très jeunes filles, qui s'impliquent parfois dans ces conflits, qui alimentent ces conflits à cause des dynamiques sociaux et des pressions sociales dans notre contexte du Soudan du Sud. Et parfois, il y a des raids et c'est une façon de montrer qu'on est adulte, de participer dans ces conflits. Oui, il y a la pression sociale.
Oui, il faut comprendre tous ces acteurs, toutes ces influences, et il faut aussi s'assurer que notre façon de mettre en œuvre les activités ne porte pas atteinte à ces communautés. Il faut que ces activités soient inclusives de tous les segments de population pour que personne ne se sente pas dans un désavantage. Donc, quand nous avons des programmes qui visent des jeunes, des hommes ou des femmes, on peut transformer ces acteurs en personnes qui vont fédérer la communauté et ne pas la diviser. Parfois, le conflit existe au sein d'une communauté. Nous disons que c'est un conflit intracommunautaire et quand le conflit est externe, nous l'appelons voilà, un conflit extra-communautaire. Donc, voilà des exemples de ce que nous faisons pour créer cette autonomisation, pour renforcer cette autonomisation, pour mettre en place la paix et pour garantir le dialogue entre les personnes, entre les individus, dans le cadre de nos événements d'établissement de la paix qui peuvent prendre la forme des dialogues, des défilés. Cela dépend du contexte des activités. Et il y a aussi des opportunités pour ces communautés de montrer leur engagement. Une fois qu'on a une programmation sensible au conflit, ça crée des relations durables. Une situation, par exemple, où les femmes disent on ne peut pas aller dans l'autre communauté, mais à cause des interactions répétées, du dialogue répété entre les communautés, on crée une confiance et elles se sentent suffisamment en sécurité pour pouvoir s'approcher de l'autre communauté. Ouais. Donc, c'est intéressant. Vous en pensez, j'y réfléchis et on parle toujours de la paix comme un objectif à long terme et vous-même l'avez dit, vous avez dit que la stabilité est un ingrédient essentiel pour le développement. Donc, surtout dans des zones de conflit comme le Soudan du Sud ou l'Afrique de l'Ouest, pour construire la paix, il faut construire la paix dès le début, il faut commencer à faire les investissements dès le début. Donc, créer la paix est un but humanitaire et du développement, sans aucun doute. Et vous, Sadou, est-ce que vous voulez y ajouter quelque chose? Oui, je pense que lorsque on fait la conception, la conception doit être plus sensible au conflit. Donc, dans le projet qu'on mène à bien au Niger, on a mis en œuvre une approche qui s'appelle le comité de responsabilité. On finalise le projet d'une année. On a fait une évaluation de participants et on a essayé d'écouter les bénéficiaires. 60 ou 70% ont dit on voit des activités, on ne sait même pas qui réalise les activités, pourquoi. Et oh, on a, on a vu les évaluations d'autres organisations et on a les mêmes résultats dans la même région. Il y a beaucoup d'aide humanitaire, mais on dit, OK, faisons un mécanisme pilote qui donne plus de place aux communautés à participer, à prendre des décisions pour essayer de s'assurer que personne n'est laissé de côté. C'est différent. L'essence est d'utiliser ça comme point d'entrée lorsqu'on va organiser des activités dans une communauté spécifique. D'abord, on fait la conception avec la communauté. Donc, une zone dans laquelle on opère, on a l'occasion de réunir tous les segments de la population et toutes les communautés qui vivent ensemble dans ces camps et aussi les communautés qui ont des personnes déplacées. On a l'occasion de
réunir les différentes communautés et aussi les différents segments, les jeunes, les femmes. On a fait cette réconception, on a fait un plan d'action communautaire et après un an, on n'a pas eu cette frustration. On a une programmation séquençage de 2 ans. On est dans la deuxième année du programme et on va l'évaluer pour voir comment ça s'est passé. Dans le même projet, on examine la zone avec les agropastoralistes. Dans cette zone-là, on a les pastoralistes et on a les agriculteurs. Cette année, on utilise la participation communautaire pour s'assurer qu'on est en ligne avec la politique du gouvernement. On a fait des consultations auprès des communautés avec les différentes parties prenantes pour arriver à un consensus sur l'utilisation des terres après la restauration. On restaure la terre dans la première année. Dans la deuxième année, on la rend à la communauté pour que la communauté la gère. Il y a une différente manière, mais ces deux exemples, j'espère, sont illustratifs. Oui, bien sûr, la propriété des terres, l'accès aux terres et l'accès à l'eau sont des générateurs de conflits. Pouvoir aborder cela dans une manière qui ne crée pas une perception qu'un groupe bénéficie plus qu'un autre ou un âge bénéficie plus qu'un autre. Mais si vous êtes là avec les communautés pendant plus de temps, vous pouvez créer cette confiance afin de pouvoir comprendre comment s'emboîtent tous les morceaux. Un des focus de cette discussion, c'est les séquentages, les couches et l'intégration. On ne travaille pas dans un vide, grâce à Dieu, parce qu'une seule organisation ne peut tout faire, ni doit tout faire, parce que la communauté contribue. Si vous avez la chance, les gouvernements contribuent, vous avez d'autres acteurs qui font partie de l'équation. Donc, quels sont quelques-uns des défis auxquels vous faites face pour la mise en œuvre des programmes qui suivent le SIL, surtout lorsque vous voulez mettre des couches séquencées et vous intégrer auprès d'autres acteurs comme le gouvernement, les ONG. Quels sont quelques-uns des défis auxquels vous êtes confrontés dans ce domaine? Puis-je parler? Je pense que le plus important pour le programme OSE au Niger, on essaie de travailler avec les gouvernements et on essaie de travailler avec l'Organisation mondiale alimentaire pour l'assistance alimentaire. Donc, le premier défi, c'est le retard. Je pense que toute organisation a sa propre procédure qu'on reconnaît, mais une fois qu'on on voudrait agir dans les délais appropriés. On observe quelques retards qui peuvent affecter la qualité du programme. Pour renforcer la capacité de résilience d'une communauté spécifique, on a identifié les ménages les plus vulnérables. On commence à travailler avec eux dans la deuxième année. Il n'y a pas un bon empilement. Dans notre planification, on va atteindre moins de bénéficiaires que le nombre de ménages avec lesquels on travaille déjà. Deux éléments qu'on observe, c'est un retard qui peut affecter le séquentage et la qualité de la programmation et aussi les problèmes de tirer profit des bénéficiaires. Et ça peut créer une disparité, une frustration. Et vous, Anthony? Merci, Meta.
Je pense qu'on a tous entendu de quoi il s'agit dans l'empilement, le séquentage et l'intégration. Il y a tant de morceaux, c'est très dynamique, c'est très fluide, c'est même pas linéal. Parfois, c'est une matrice, c'est cyclique. Il y a une grande probabilité de ne pas réussir et si on ne réussit pas, le tout se désintègre. Donc, ça requiert beaucoup de temps, beaucoup de coordination et on dépend beaucoup d'autres et il faut rendre compte comme partie de ce j'appelle ce système. Et donc, ça, c'est parfois le défi auquel on est confronté lorsque on fait du séquençage, de l'empilement et de l'intégration parce qu'il s'agit du résultat collectif qu'on cherche. Et puis, on complète les uns les autres selon les avantages compétitifs que chacun a. Mais avec la très bonne planification, le plan de travail, l'interaction au niveau local et au niveau du terrain, ça marche bien. La coordination n'est pas facile. La coordination exige beaucoup d'efforts. Beaucoup d'efforts. Oui, et parfois, il y a une mauvaise conception où on pense que si on coordonne très efficacement, on accomplit les choses. C'est plus que ça. Oui, effectivement, effectivement. Mais ce que vous avez tous les deux soulevé sur les timings, sur les calendriers, ça s'applique à la vie. Le timing et tout, je me rappelle de notre réponse à l'ouragan Matthew en Haïti. Je pense que Anthony y a travaillé. Oui, Anthony a été présent. J'étais présent en Haïti après le cyclone. Donc, on sait tous que le moment d'intervention est clé. Si vous parlez des gens dont les cultures et les outils agricoles ou des actifs de subsistance ont été éliminés par une tempête ou par les conflits, et la saison s'approche, il faut qu'il soit complété avant le démarrage de la saison. Et vous faites des couches avec le programme mondial alimentaire parce que ce programme donne l'assistance alimentaire, mais si on n'a pas le bon timing, vous n'allez pas obtenir le résultat escompté. Dans notre contexte est très fragile. On a une fenêtre très courte pour transporter des semences qui viennent de Juba. Si vous ne prêtez pas très attention au moment d'intervention, c'est fini. Donc, toute la coordination que vous avez faite pour faire déplacer les semences de A à B est gaspillée parce que les semences ne sont pas arrivées à temps. Désolé de vous interrompre parce qu'on entre dans un rythme, mais ça, c'est un événement d'apprentissage pair à pair. On a beaucoup appris du contexte de Anthony et Sadou, mais on voudrait savoir ce que les autres pensent. Idéal à créer cette approche interactive. Pendant les prochaines 3 minutes, j'invite les participants à partager vos réflexions, vos questions les questions que vous pourriez avoir pour les intervenants dans le document Google qu'on montre sur l'écran. Si vous examinez ça, vous pouvez ajouter votre question, votre commentaire. Et si ça vous dit quelque chose, ajoutez le signe de plus
à ce tableau. Et si vous voulez, vous pouvez ajouter votre nom. Si vous voulez entrer dans plus de détails dans votre question, on va vous accorder quelques questions. On a de la musique sous-jacente avec lesquelles vous pouvez écrire et vous pouvez apporter vos pensées. On va revenir dans quelques minutes. Si vous avez des questions sur ces processus, laissez-les dans le chat et l'équipe idéale va répondre. Ceci, maintenant, on passe à la musique calme. L'interprète s'excuse, mais il n'y a pas de son. Oh, sorry. Yes, sorry. Ah, pardon. Merci de m'avoir rappelé qu'il n'y avait pas du son. Donc, nous avons toute une heure pour creuser dans les questions posées et partagées par les assistants, par le public. Donc, si je regarde dans les questions, on va voir. Pardon, j'affiche les questions sur mon écran. Je m'excuse, mais comme vous savez, c'est difficile d'organiser plusieurs écrans à la fois. Donc, OK. Donc, voilà la question que j'ai devant moi. C'est une question de Tara sur l'approche graduée. Cette approche est différente du modèle du même nom. Donc, voilà la question. J'aimerais savoir,
Est-ce que Anthony et Sadou peuvent parler de leur expérience avec la mise en œuvre d'une approche de graduation, une approche graduée? Est-ce que ces approches sont possibles? Ah, Cara, si je peux. Cara, est-ce que vous voulez poser votre question vous-même? Je m'excuse. Thank you very Thank much you. for the interest and thank you both. Oui, merci beaucoup. Et merci aux deux intervenants d'avoir lancé la discussion. Voilà ma question. Quand je parle de la graduation, c'est un terme utilisé par de différents partenaires de mise en œuvre, de différents bailleurs de fonds, mais dans ce contexte d'urgence et du développement, est-ce que vous pouvez parler de vos expériences avec cette idée que les foyers les plus vulnérables vont graduer, vont quitter l'assistance pour créer des modes de vie diversifiés? Et tout cela va passer au sein d'un seul programme. Et comme on a déjà dit, c'est un long processus, c'est un objectif sur le long terme, ce n'est pas quelque chose qu'on peut réaliser dans 5 ans seulement. Donc, quand vous avez parlé déjà du continuum entre l'urgence et le développement que nous voyons avec les RIFSA du BHA. Donc, qu'est-ce que c'est votre expérience avec le développement de cette approche, le suivi de cette approche et aussi avec la création ou avec la réalisation de ces objectifs du développement sur le long terme? Ah, merci beaucoup. Merci pour la clarification. Et il faut aussi se souvenir du fait, comme Anthony a déjà dit au début, dans beaucoup de ces communautés, il y a une dépendance de longue date sur l'assistance externe. Et ces programmes sont de courte durée. Avec cela en tête, je donne la parole à Anthony ou à Sadou, qui que ce soit qui aimerait répondre le premier sur des éléments de graduation dans le cadre de ces programmes. Oui, si je peux commencer avant de donner la parole à Anthony. Oui, cette idée, c'est un élément, mais on ne peut pas le faire dans une période spécifique et prédécidée. Donc, au niveau de mes expériences, avec la graduation, des éléments de graduation, avec des foyers vulnérables, dès le début, nous essayons de soutenir ces foyers pour qu'ils puissent se protéger des chocs. Et nous pouvons commencer des activités avec le foyer et aussi pour protéger ses biens. Et nous pouvons lancer des activités conditionnelles pour que les foyers aient l'opportunité d'intégrer d'autres activités économiques. Et plus tard, nous pouvons aussi faire une évaluation pour voir si le foyer peut passer à un niveau supérieur. Et nous pouvons continuer à travailler avec les mêmes foyers dans le cadre de notre réseau. Peut-être on peut l'intégrer dans notre réseau d'information du marketing. Peut-être nous pouvons intégrer le foyer dans notre réseau de petits entrepreneurs. Donc, à un certain niveau, oui, nous aidons ces foyers à faire la transition de la pauvreté à un autre niveau de subsistance. Donc, pour nous, la chose la plus importante, c'est d'évaluer le niveau d'amélioration pendant les 4-5 ans d'un projet. Mais il y a toujours à avoir un écart entre les programmes différents qui sont réalisés parce que ce n'est pas certain que 100% des foyers qui participent à un programme vont participer à un autre et parfois il faut repartir de zéro. Et un autre élément de justification, c'est que parfois, nous travaillons dans des zones de conflit ou des zones impactées par des chocs climatiques. Donc, oui, c'est quelque chose que nous essayons de faire dans certaines communautés, mais ce n'est pas toujours possible. À vous, mon collègue. Oui, merci beaucoup. Sadou, j'ai deux choses à ajouter, une ou deux choses. Dans le contexte du Soudan du Sud, comme j'ai déjà dit,
Nous travaillons dans le cadre de l'IPC 4, d'après la classification mondiale, et au niveau d'IPC 5, il faut des distributions alimentaires d'urgence, etc. Donc, avec l'approche de la résilience, qui fait partie du renforcement des capacités de ces communautés d'améliorer la production agricole, nous espérons que dans les domaines où nous intervenons, qu'on peut passer d'un niveau IPC supérieur à un niveau inférieur, donc le niveau 4 au niveau 3, par exemple. Mais comme nous savons toutes et tous, il faut beaucoup de temps. Ce n'est pas quelque chose qui va se produire dans une seule saison de cultivation. Il va peut-être nécessiter 2-3 saisons pour réaliser ces changements. Donc, voilà notre point de vue sur la graduation dans le contexte du Soudan du Sud. La deuxième chose que je voulais ajouter, c'est que c'est sur la vulnérabilité de ces communautés et de ces foyers par rapport au choc et au stress. Et avec nos interventions, avec la réduction des risques, nous passons par un processus d'identification des risques auxquels on fait face dans ces contextes. Nous faisons des évaluations de risques spéciales pour développer des plans d'action communautaires. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'il faut faire au sein de la communauté? Et puis, nous finançons ces plans d'action communautaire pour que la communauté puisse mettre en œuvre ses propres communautés pour atténuer la vulnérabilité, atténuer l'impact des chocs et pour aider cette communauté de se reprendre plus rapidement. J'aimerais aussi ajouter que la graduation, c'est une question de réduction de la vulnérabilité de ces communautés. Et nous avons d'autres mécanismes de réponse rapide pour nous assurer que quand il y a un choc, que les communautés ne régressent pas à un statut inférieur ou antérieur. Donc, voilà ce que je peux partager avec vous. Je n'ai pas des métriques, des informations spécifiques sur les indices, par contre. Ah, très bien. Donc, par rapport à tout cela, vous avez dit que les plans d'action communautaire, c'est un outil plus utilisé. Et ces plans sont développés à travers les petites bourses, les petits financements. C'est une activité qui va financer une activité visée par la communauté? Oui. C'est de l'argent que nous donnons à ces communautés pour financer certaines activités développées par la communauté elle-même pour atténuer et se relancer après des catastrophes, comme évalué par la communauté elle-même. Ah, OK. Donc, je ne connais pas la structure organisationnelle que vous appliquez, mais si vous avez un plan d'action communautaire, est-ce qu'il y a un comité de développement communautaire qui va développer ce plan d'action? Comment est-ce que ces plans d'action sont développés au niveau de la communauté? C'est quoi la structure organisationnelle? Oui, ces plans d'action sont organisés au niveau de chaque communauté. Ah, donc c'est dans ce cadre-là. Oui, oui, oui. Ah, très bien. Donc, cela touche à une autre question qui a été posée sur comment est-ce qu'on peut mieux engager ces communautés pour mieux les soutenir, pour développer les compétences et développer les expériences dont elles ont besoin pour tirer tout l'avantage des activités de développement et se reprendre après une catastrophe pour développer la cohésion sociale et pour tirer le profit de tout cela pour le développement. Donc, voilà une question que nous avons reçue. Les plans d'action communautaire et la réduction du risque des catastrophes, les mécanismes qui sont en place, ces communautés, ce sont des approches participatives qui autonomisent ces communautés, n'est-ce pas? Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter pour le moment? Ah non, 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 allez-y. Donc, voilà la question pour vous les deux. Quelles sont quelques autres approches participatives que vous déployez dans le cadre de vos activités
qui répondent aux besoins aigus ou aux besoins d'atténuation en cas de catastrophe, mais qui visent aussi le développement sur le long terme ou qui portent les fruits sur le long terme aussi pour la paix, pour la cohésion sociale, etc. Sadou, est-ce que vous voulez répondre le premier ou? Oui. J'en ai déjà parlé pendant mon intervention, mais nous avons des communautés de redevabilité communautaire au niveau de chaque communauté. Et nous faisons de notre mieux pour faire venir ensemble toutes les personnes qui vivent ensemble pour parler de ces sujets. Et nous travaillons avec ces communautés pour développer des plans d'action communautaires pour chaque communauté, surtout dans le domaine du développement des modes de vie, pour identifier les chocs climatiques, les différents risques qui sont présents et quelles sont les stratégies d'atténuation climatique. Ce sont les mêmes communautés qui appuient les différents programmes, les activités WASH. Et ce sont les mêmes communautés qui les soutiennent. Il faut éviter des conflits entre les usagers. C'est le même point d'entrée qui a utilisé pour structurer le mécanisme de retour communautaire pour leur donner le feu vert pour donner le retour, pour alimenter la communauté plus large. Ils peuvent donner un retour directement aux autorités locales ou l'équipe du programme. Il y a des différents canaux. Nous, dans plusieurs communautés, on travaille avec elles depuis 3 ans. Ils utilisent les mêmes feux verts. On fait beaucoup de travail. L'objectif principal est de voir comment unir les différents segments et comment on peut promouvoir l'autonomisation communautaire pour voir ce qu'elles veulent faire, ce que sont leurs priorités et aussi comment elles vont structurer la gouvernance au niveau communautaire. Au niveau de la communauté, il y a certains éléments qui doivent être adaptés au contexte. Et le plus important, c'est dans le Sahel, les ressources communes partagées, l'eau, le terre de pâturage. On a aussi un dialogue basé sur la communauté, des communautés qui ont été formées. On essaie de soutenir les communautés pour mettre en œuvre des activités. Si vous voyez notre programme, les communautés ont été formées, on les a mis en rapport avec les entités gouvernementales, on les a inculqué l'alerte précoce et on essaie de les soutenir pour mettre en œuvre des activités d'atténuation. Ce sont les divers éléments que je pourrais signaler ici. Et vous avez parlé de la gouvernance, Sadou. Lorsque on réunit ces communautés, l'idée c'est que on réunit les gens, on les fait travailler ensemble, c'est une manière de construire des relations, etc. Mais jusqu'à quel point est-ce qu'on fait la promotion ou on soutient la gouvernance? Je veux dire, une bonne gouvernance participative. Est-ce que c'est possible dans ces programmes à plus court terme? Parce que dans mon expérience, lorsque on a développé ces comités DRR ou ces comités de développement communautaire, il y a des numéros clausus 50-50 hommes-femmes, un certain nombre de femmes dans des postes de leadership.
Et là, je dépasse mon rôle de modératrice ou facilitatrice ici, mais jusqu'à quel point est-ce qu'on fait la promotion de la bonne gouvernance à l'intérieur des programmes en établissant ces exigences sur la structuration des groupes? Euh, bon, la gouvernance est quelque chose qui ne peut pas être accompli dans dans des courts délais, dans 1 an, dans 2 ans, mais euh, et si l'organisation a l'opportunité, nous avons certaines années de répétition et la gouvernance, ce n'est pas la même norme partout, ça dépend de la structuration des communautés. Ça est défini autour des ressources au niveau de la communauté. Il doit y avoir un rôle, une consultation. Lorsque vous prenez, par exemple, les points d'eau, l'accès communautaire, oui, les points d'eau seront utilisés pour l'eau des animaux et les points d'eau sera utilisé également pour les êtres humains. Mais comment est-ce que vous allez structurer cela? Il y aura un conflit sur les différents usagers. Il y a une certaine distance qui a été recommandée par le gouvernement, 15 mètres, un point d'eau là pour les animaux et quelques communautés disent qu'il n'y a pas une seule règle. Et donc, il tire parti d'un élément plus large des politiques gouvernementaux. L'utilisation des ressources communes, c'est un exemple que j'ai voulu citer. Et ceci a trait à une question qui a été posée par Lisa. Quand il y a une concurrence pour des ressources dans des milieux qui sont de ressources limitées, ça c'est le résultat du conflit et ça pousse au conflit. Il y a une question qui avait trait au programme pour Anthony. Comment est-ce que vous gardez une certaine continuité, ce fil dont on parlait tout à l'heure, lorsque il y a un conflit fréquent qui donne comme résultat le déplacement des actifs ou des chocs climatiques? Comment continuer à garder ce fil? Et ça, d'où vous avez parlé de points d'eau. Les points d'eau sont des thèmes contentieux. Il y a beaucoup de facteurs culturels qui sont associés. Il y a différentes priorités à l'intérieur de la communauté pour ces points d'eau. Il y a les pastoralistes qui veulent s'en servir, les agriculteurs qui veulent s'en servir, les ménages qui veulent s'en servir. Est-ce qu'il y a des aspects spécifiques de cohésion et de consolidation de la paix que vous prenez en considération afin de pouvoir mitiger ces points de douleur aux communautés pour la contention? Anthony, est-ce que vous voulez répondre à ça? Je vais commencer par la continuité face aux chocs récurrents. Je pense que pour nous, c'est le point fort de la conception du programme CARV. On a ce qu'on appelle un mécanisme de réponse rapide. Si on a une inondation qui se produit, les gens sont déplacés, ils ont besoin d'une assistance humanitaire d'urgence. On peut rapidement activer notre mécanisme de réponse rapide et on peut y répondre. Ça ne veut pas dire qu'on élimine l'impact du choc. Il sera présent, mais ça aide les gens à se mettre sur pied le plus rapidement possible, ce qui me semble une manière intelligente
et non le traiter comme une catastrophe indépendante et essayer d'y répondre en dehors de façon totalement indépendante. Donc, on a ce mécanisme qui est incorporé et ça a beaucoup contribué à soutenir la communauté avec laquelle on travaille. Et pour le mettre en perspective, ça exige qu'on active, bon, on a dû l'activer, ce mécanisme 3 fois pour soutenir BHA. Et on a pu le faire assez rapidement et avec les coordinations de tous les autres partenaires. Je pense que ça facilite, ça rend possible la continuité. Et quand on parle de la paix, c'est un gros thème dans le sud dans le Soudan du Sud. Il y a plusieurs niveaux de conflit intentionnellement, à l'instar des comités. On a les communautés de planification de sécurité où on repasse tous les foyers et leurs arrangements de sécurité. On passe par le même processus. Ce qu'il faut faire, on développe des plans d'action, ce qu'il faut faire avant, pendant et après, et puis on les soutient pour les mettre en œuvre. Il y a une gamme de choses qui se passent. Une violence axée sur le genre, c'est un thème important, mais même la sécurité physique des gens dans un village où la guerre était présente depuis longtemps. Et il y a un endroit où on stocke des armes qui ont été abandonnées. Donc, il faut les enlever. Il faut introduire une organisation spécialisée dans ces zones pour enlever l'armement. Bon, en voici quelques exemples. Bien. Donc, la prochaine question que je voudrais aborder est une question qui a été soulevée par Noah. Noah, si vous êtes toujours présent auprès de nous, est-ce que vous voulez présenter votre question? Bien sûr. Oui, je sais que je vous ai pris au dépourvu. Aucun problème. Merci à tout le monde de vos commentaires. J'ai travaillé avec les communautés humanitaires. Et je m'intéressais à votre commentaire sur les postes dans le terrain. Et je soutiens des projets dans le Honduras et le Guatemala et on s'est focalisé sur l'insécurité alimentaire et on a des écoles sur le terrain. J'ai été saisi par votre commentaire sur le changement de comportement et la pratique d'apprendre en faisant et beaucoup de ces interventions qui se focalisent idéalement sur le changement de comportement. On a heureusement des projets qui sont financés à long terme et si on voit comment on fait le suivi de ces programmes, on examine les données quantitatives, combien de gens participent à ces formations et combien de pratiques sont reproduites. Et je pense que très souvent, les organisations ne font que ce qui est exigé pour pouvoir vraiment mesurer les changements de comportement et pour faciliter cette transition à la programmation de développement. Qu'est-ce qui a réussi et quelles seraient vos recommandations pour aller au-delà des exigences quantitatives pour mesurer ces innovations et pour collecter des données qui soient utiles pour faciliter cette transition, surtout dans les domaines de la sécurité, insécurité alimentaire. Oui, oui, comme vous dites, avec raison, l'application est des connaissances, des attitudes et des pratiques que le
les ménages et les communautés apprennent des écoles sur le terrain sont très importantes et très importantes. D'abord, sur la base de notre expérience, il faut qu'il y ait un intérêt pour participer à cela. Parfois, si c'est poussé, si axé sur l'organisation, oui, il y aura beaucoup de données quantitatives, mais le changement des comportements qualitatifs peut être moindre. Mais s'il y a un intérêt dans ce domaine-là à l'intérieur de la communauté, il y a des dividendes qualitatifs. Il faut vraiment, ce qu'on a fait, c'est bien comprendre la communauté. On fait beaucoup euh, de cadastres et de cartographie de moyens de subsistance et on identifie quels sont les besoins et comment aborder des questions de productivité et de production. Et, et dans les zones desservies par nous, on fait des choses différentes. On a des écoles pour la production agricole, la production halieutique, la formation technique, des micro-entreprises pour ceux qui sont axés sur les affaires. Il faut trouver le bon angle depuis les débuts et puis quand les gens participent, ils ils constatent la valeur et ceci prend beaucoup de temps. Et évidemment, je pense que la facilité est clé parce que si le facilitateur peut travailler avec les communautés pendant tout le processus, pas simplement en se présentant pour prendre des données, mais passer du temps et donner des apports qu'ils ne peuvent pas obtenir ailleurs. C'est énormément motivateur. Et nous utilisons ces systèmes et on voit la valeur de ces systèmes. Franchement, on voit ce qu'on a reçu avant et puis après, on voit l'augmentation de la récolte. Et dans les zones où nous intervenons, nous travaillons avec plusieurs foyers qui ont des jardins potagers autour de la maison et qui ont aussi des champs. Et on trouve des plantes saines dans ces champs, bien cultivées et avec de bonnes pratiques agronomiques appliquées. Donc, ce n'est pas pour vous dire que tout a été une réussite. Nous avons eu aussi certains cas où, à un niveau d'individu, les gens n'ont pas pu utiliser ces technologies. Mais c'est un vecteur de changement. Oui, le transfert technologique, c'est un vecteur de changement. Merci, Anthony. Sadou, est-ce que vous aviez quelque chose à ajouter sur le rôle de la collecte des données et du suivi, le rôle potentiel de ces éléments pour mieux informer la prise de décision et les prochaines étapes à suivre pour faciliter la transition de l'humanitaire vers le développement, vers la paix? Oui, je pense que la chose la plus importante pour les écoles d'agriculteurs de terrain, comme mon collègue a dit, c'est qu'il faut inviter l'intention de la communauté. Il faut que la communauté s'approprie des apprentissages. Donc, on peut leur donner des outils et on peut suivre l'application de ces outils et des processus. Et cela peut nous aider à avoir des données sur l'impact. Et comme mon collègue a dit, oui, après 2 années ou 2 saisons, nous faisons un suivi et nous utilisons ces données pour améliorer la mise en œuvre ou la mise à l'échelle de nos activités. La plupart des outils que nous utilisons visent
les individus et le niveau de connaissance et de compétence de cet individu. Dans certains cas, il y a des programmes qui font le FFS au niveau de la communauté et ce sont les membres de la communauté qui prennent ça en charge. Aussi, étant donné les compétences techniques qui sont présentes au sein de ce groupe de personnes, le soutien pour un programme peut bien se développer et passer jusqu'à un niveau 7. Donc, chaque organisation qui met en œuvre cette approche peut faire la collecte des données qualitatives et quantitatives et on peut utiliser ces données pour informer le processus décisionnel et pour décider comment on va passer à l'échelle supérieure avec ces activités, avec les compétences transférables. Oui, merci beaucoup. C'est très intéressant. Quand nous parlons du séquençage, il y a toujours cette idée qu'une fois qu'on a les données quantitatives ou qualitatives qui nous montrent que les foyers, la communauté ou les individus ont atteint un certain niveau phare, cela va déclencher le niveau suivant, le niveau supérieur du soutien. Mais cela nécessite beaucoup de coordination sophistiquée au sein d'un programme et aussi un processus de suivi et d'évaluation très développé. Mais oui, le suivi et l'évaluation et les rapports peuvent déclencher le prochain séquence. Oui. Donc, par rapport, voilà, nous avons une question sur un sujet qui m'intéresse moi aussi. C'est un de mes sujets préférés et c'est par rapport à la fatigue. Quand nous parlons des foyers et du fait que nous voulons empiler les séquences et intégrer toutes les activités, il y a nous, la FAO, le Programme alimentaire mondial, il y a toutes ces organisations internationales qui sont présentes. J'ai fait un exercice avec une de mes équipes au Guatemala où nous avons fait la cartographie de quand on allait faire quelle formation et qui étaient les groupes cibles. Et c'était un exercice très intéressant parce qu'on voulait que les mêmes femmes participent à plusieurs activités pendant la même semaine. Mais ces femmes doivent aussi s'occuper de la famille, doivent aussi aller chercher de l'eau. Donc, c'est parfois difficile d'avoir en même temps les programmes bien intégrés et aussi, on veut respecter les vies privées des gens. Et les mères ont beaucoup à faire. Elles s'occupent de la famille, elles vont chercher de l'eau, elles s'occupent de l'irrigation, elles vont dans les marchés. Donc, comment est-ce qu'on peut réconcilier tout cela dans ce contexte de la promotion du SLI? Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, la chose la plus importante, voilà, vous avez raison. Et quand on travaille sur l'irrigation, par exemple, et aussi le FSS, le suivi et l'évaluation, toutes les choses qu'on essaie de faire en même temps, on demande toujours plus de temps à ces femmes, à ces mères. Ah oui, elle est déjà occupée, elle fait déjà 16 heures de formation, elle a déjà sa vie à vivre. Donc oui, au lieu d'arriver à son objectif, pour réaliser son objectif, il faut aussi prendre en compte la vraie vie de ces foyers. Une approche que nous déployons, dans certains cas, nous nous focalisons sur l'utilisation de la technologie, surtout quand nous travaillons au niveau des foyers et nous ciblons des femmes. Et nous essayons d'utiliser la technologie pour qu'elle puisse nous fournir des données sans gaspiller beaucoup de temps. Et nous priorisons les activités d'irrigation, les systèmes photovoltaïques. Donc, au lieu de demander à une femme de passer 2 heures, 3 heures à répondre à 150 questions,
Non, elle peut s'occuper de l'irrigation. C'est une meilleure utilisation de son temps. Dans certains cas, et quand on veut intégrer les activités de résilience, les foyers devraient suivre des activités différentes. Mais nous essayons de déterminer qui est au sein de chaque foyer qui devrait participer à chaque activité. Quand on travaille sur la restauration des terres, nous voulons travailler avec des foyers où il y a des jeunes, des hommes qui peuvent participer. Et il y a aussi une discussion au niveau de la communauté pour être sensible au niveau du temps et du temps qui est disponible ou qui n'est pas disponible. Nous avons un programme sur l'alphabétisation et les participants nous ont indiqué qu'on conseille de suivre le programme pendant 6 mois, mais pendant la saison de la récolte, on n'a pas le temps de le faire. Donc, nous avons essayé d'ajuster le calendrier pour inviter la participation de ces familles. Donc, il n'y a pas une seule approche à suivre, il y a plusieurs approches à appliquer et nous voulons toujours mettre à l'aise nos participants et les intégrer dans nos activités. Merci. Très bien. Pardon de vous interrompre. Encore une fois, nous venons de trouver notre routine, de trouver notre rythme, mais le moment est déjà venu de passer à la partie suivante de la réunion sur les apprentissages clés de cette réunion. Mais si je peux, j'aimerais évoquer quelque chose que vous avez déjà dit. C'est un mécanisme que les partenaires utilisent de plus en plus. C'est un mécanisme que moi j'apprécie beaucoup. C'est le mécanisme de réponse rapide. Est-ce que vous pouvez nous parler davantage de ce mécanisme? Et ce que moi j'aimerais ajouter, c'est que est-ce que les communautés ont accès à ces ressources, un accès direct, ou est-ce que c'est plutôt votre organisation qui va fournir la réponse rapide? Comment est-ce que tout cela marche? Oui. Merci beaucoup pour la question, Matt. Tout d'abord, tout cela commence dès la phase de la conception. Dans cette phase, on se rend compte, quand on est en train de concevoir un programme, on peut se dire, OK, si cela ne se réalise pas, on ne peut pas faire ceci, cela. Donc, nous présumons qu'il va y avoir certains risques. Et nous présumons que tout ce que nous planifions va se passer. Et une chose que nous avons atteint, certains jalons, on décide comment on va gérer cela à ce moment-là. Et c'est déjà dans le budget. Si cela se produit, on va faire ceci, cela. Ah oui, donc vous planifiez sur des scénarios à partir des risques historiques. Oui, c'est ça, oui. Et puis, nous intégrons tout cela dans le projet. Et si c'est une activité de réponse rapide, nous avons un montant qui va être dépensé seulement dans le cadre d'une urgence. Donc, ça, c'est déjà intégré dans le budget du programme. Parce que si c'est déjà dans le budget, si c'est déjà intégré dans le programme, tout devient plus facile. Donc, quand il y a un risque qui se produit, une inondation, par exemple, le déplacement des personnes, on a déjà des plans en place que nous pouvons activer. Nous pouvons activer les mécanismes de réponse rapide dans le cas d'une urgence ou d'une crise. Et puis, nous travaillons avec le BHA. Nous demandons l'approbation du BHA pour lancer le mécanisme de réponse rapide. Et il faut faire une évaluation, il faut identifier les besoins spécifiques, il faut définir la réponse. Et puis, nous établissons un concept, nous demandons l'approbation du bailleur de fonds. Et parce que nous avons déjà prévoyé tout cela dans le budget, c'est très facile d'activer le mécanisme. Nous recevons l'approbation et puis nous pouvons commencer la reprise. Ah oui, merci. Et pardon de vous interrompre, mais
Voilà, nous arrivons à la fin de notre temps ensemble. Il y a beaucoup de sujets que j'aimerais explorer et c'est difficile de prioriser, mais je m'excuse de vous interrompre encore une fois. Donc, un grand merci à Anthony et à Sadou d'avoir partagé vos expériences. Merci au public pour vos questions et je m'excuse auprès du public de ne pas avoir posé toutes les questions. Il y avait des questions sur les théories du changement. Il y avait beaucoup de questions très pertinentes et nous n'avons pas le temps de répondre à toutes ces questions. Mais avant de clore la séance, j'aimerais inviter les participants à partager une chose que vous allez tirer de cette conversation, une leçon que vous tirez de cette conversation. C'est une opportunité pour consolider ce que vous venez d'entendre et vos réflexions pendant cette réunion dans une seule phrase. Donc, quels sont vos acquis et comment est-ce que ça va être pertinent pour votre travail? Donc, il y a un formulaire. C'est dans le formulaire qu'on a utilisé pour la liste de présence et pour vos questions. C'est le formulaire avec le tournesol, l'icône d'un tournesol. Et vous pouvez utiliser ces cases pour partager vos pensées sur ce que vous allez tirer de cette conversation, ce que vous en avez déjà tiré. Et pendant que vous faites cela, je vais demander à Anthony et à Sadou d'essayer de penser à ce que vous allez tirer de cette conversation ou quelles réflexions ont été déclenchées par cette conversation. Et voilà, nous n'avons pas beaucoup de temps, il va falloir être bref, mais est-ce que vous pouvez penser à quelques leçons que vous allez tirer de cette séance qu'on va partager pendant que les autres partagent leurs réponses dans le formulaire. Et on va commencer avec Sadou. Est-ce que vous avez des leçons que vous allez tirer de cette conversation? Merci. Le premier élément qui m'est venu à l'esprit a trait à la coordination. Je ne parle pas de la coordination seulement de haut niveau, mais au niveau du terrain. Quand vous voulez faire du séquençage et des couches et de l'intégration, la coordination est très importante. Là où on travaille, il est important de prioriser la coordination au niveau de la communauté et ne pas exclure la communauté. Un autre élément qui me vient à l'esprit, on a beaucoup de financement d'urgence, on a un financement à long terme limité et d'année en année, on a une augmentation de besoins. Je pense, comme j'ai dit tout à l'heure, il faudrait pouvoir avoir un financement flexible pour jeter les bases pour une intervention à long terme. On a beaucoup d'opportunités. On peut apprendre. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut travailler de façon inconditionnelle, mais il faut protéger les moyens de subsistance. Il s'agit d'apprendre. L'apprentissage est bon. Prenons le temps d'apprendre, mais voyons comment on peut adapter l'apprentissage à un contexte spécifique. Ce n'est pas un seul modèle pour tout le monde. Ce n'est pas à apprendre ou à laisser. On le prend et on l'adapte à un contexte spécifique. Excellent, très bien, très bien, très bien dit. Anthony, apprentissage clé. Je suis d'accord avec mon collègue Sadou. L'adaptation de l'apprentissage est clé, comme il a très bien dit. Ce n'est pas une approche du haut vers le bas. Il faut apprendre et nous adapter. Je voulais souligner le fait que dans cette triple alliance, la complémentarité et l'impact collectif est clé pour la réussite de toute programmation qu'on fera.
la programmation conjointe et les résultats partagés collectifs sont quelque chose qu'il faut toujours tenir présent. L'autre chose que je voulais partager, c'est que la consolidation de la paix doit être centrale depuis le moment de la conception jusqu'à la mise en œuvre, comme on a vu. Le conflit influence les besoins humanitaires, déstabilise le développement et les progrès vers la paix. Ce sont mes apprentissages clés. Je reviens vers vous, Meta. Très bien dit. Donc, merci de ces apports. Pour ajouter mes propres réflexions, je suis totalement d'accord avec vous deux, surtout votre dernier commentaire, Anthony, que la consolidation de la paix, être sensible à ça dans le planning et prendre en considération les dynamiques communautaire dès le début est une manière de stabiliser les bases pour, les, pour la stabilité à long terme. Donc, dans la feuille de travail, on a parlé du soutien des bailleurs de fonds et aussi on a posé la question combien de temps est suffisamment long pour aborder les besoins humanitaires en même temps qu'on jette les bases du développement. BHA y arrive avec ses programmes multiannuels. Et pour ceux qui ont mis en œuvre des programmes sur 5 années, auprès du quinquennat, on vient de démarrer, pouvoir s'adapter pour pouvoir s'adapter les bailleurs de fonds à ces situations où il y a des conflits, mais on cherche à établir la paix et le développement. Ce sont des communautés qui sont vulnérables aux catastrophes. Ceci dit, j'apprécie grandement votre patience avec mes interruptions. Et Anthony et Sadou, j'ai fait de mon mieux pour passer en revue tout l'ordre du jour, mais j'espère que vous avez la sensation d'avoir pu faire les apports que vous aviez l'attente de faire. Je vous remercie de cette occasion et je redonne la parole à Meta. Merci Sadou, merci Anthony, merci de vos commentaires, de vos questions et vos observations. Celle-ci a été une discussion fascinante. Je suis ravi d'avoir pu vous avoir tous ici. Une chose qui m'a frappé, c'était un des commentaires sur l'importance de se focaliser sur les personnes affectées dans ces processus-là, alors qu'on pense à notre processus pour nous intégrer de cette manière-là. On garde essentiel l'idée de s'assurer que les gens affectés ont le contrôle et un apport, une influence sur ce qui se passe ici. Il y a tant de morceaux qui doivent s'emboîter. Je pense que ceci dit, on touche à la fin de cette première séance de séquençage, empilement et intégration. On aura une deuxième séance demain qui commencera à la même heure, qui seront une discussion entre des acteurs de développement. On va explorer comment les activités de développement peuvent faire face au choc à la préparation d'investissement et pour éviter de rétrogression dans des crises de développement. Jeudi, on aura la dernière séance dans ce domaine thématique qui sera tirée parti des différents points forts des donateurs pour accomplir la cohérence HDP. C'est le dernier événement dans notre série et il y aura un événement de clôture vers la fin septembre. On aimerait avoir vos retours. Il y a une enquête dans le chat
Ça devrait prendre pas plus que 3 minutes. On apprécie toujours le retour et les observations. On va garder la réunion Zoom ouverte. On va jouer de la musique dans le fond. Je vous remercie de vous être joints à nous. On vous reverra demain et après-demain pour les 2 Thank you. discussions thématiques restantes. Je vous remercie tous. Merci.